France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe qui vous est présenté par France 24 et les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat. Nous allons vous parler de l'Europe versant écologie et de ses ambitions climatiques dans notre débat en seconde partie. Mais tout de suite, nous commençons par les affaires diplomatiques puisque nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Bonjour. Votre titre exact, c'est d'ailleurs haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité, vice-présidente de la Commission européenne depuis presque un an. Vous êtes ancienne première ministre d'Estonie et aujourd'hui, vous appelez les États membres à renouveler leur engagement vis-à-vis du droit international. Pourquoi ? Qui ne joue plus le jeu ? Eh bien, je pense que le droit international fait face à des assauts répétés, si l'on regarde ce qui se passe dans le monde. Il est écrit dans la Charte des Nations Unies que nous ne pouvons pas attaquer un autre pays, qu'on ne peut pas s'en prendre à l'intégrité territoriale d'un autre pays ou à sa souveraineté. Et pourtant, c'est ce qu'il se passe. Il y a de nombreux conflits, de nombreuses guerres à travers le monde, et le droit international constitue vraiment une protection pour les petits pays, qui sont les plus nombreux, et empêche les grosses puissances voisines de s'en prendre à eux. Donc quiconque pense que pour l'instant tout cela ne le concerne pas, eh bien ça ne saurait tarder. Et nous devons à tout prix protéger cet ordre mondial où le droit du plus fort ne dicte pas sa loi. Mais c'est l'état de droit en place qui prime et tout le monde connaît les règles. Commençons notre tour d'horizon international par la situation à Gaza. Vous avez le sentiment que le cessez-le-feu va tenir et que peuvent proposer les Européens dans cette nouvelle phase ? Le cessez-le-feu était très attendu, tout comme la libération des otages. Mais il était clair que ce n'était qu'une première étape. Pour garantir une paix durable, il faut que la communauté internationale soit présente à chaque étape. Et nous voyons combien la situation reste précaire aujourd'hui. C'est pourquoi nous réfléchissons à ce que nous, Européens, pouvons faire. Nous avons 2 missions européennes, EUPOL COPS et EUBAM Rafah, qui travaillent tous les jours sur le terrain. Et nous regardons également ce que nous pouvons faire pour contribuer à la force internationale de stabilisation, afin de garantir une paix durable. On a reproché à l'Europe de ne pas avoir renoncé à son accord d'association avec Israël, même si certains pays ont reconnu la Palestine. Ça a peut-être fait bouger les choses. Où en est-on aujourd'hui de ce rôle de l'Europe ? En fait, comme vous le savez, nous avons 27 États membres en Europe, chacun avec son histoire et son parcours spécifique. Donc oui, nous avons proposé plusieurs mesures pendant la guerre pour faire pression sur le gouvernement israélien, afin qu'il change de cap. À présent, avec le cessez-le-feu et la libération des otages, tout le monde autour de la table estime que nous ne devrions pas retirer ces mesures, mais pas non plus continuer sur nos objectifs, étape par étape. Car nous devons plutôt concentrer toute notre énergie et tous nos efforts pour que la paix actuelle se transforme en paix durable. Madame la haute représentante, revenons ensemble sur quelques brèves compilées par Isabelle Romero, Brèves d'Europe. L'accord de libre-échange entre l'UE et l'Amérique du Sud du Mercosur inquiète les agriculteurs français. Dans une lettre ouverte, 44 signataires, dont la Confédération paysanne, la CGT ou Greenpeace, appellent Emmanuel Macron à clarifier sa position et à construire une minorité de blocage au niveau européen. Ambigu, il avait déclaré « Sur la question du Mercosur, la position est claire, le travail continue. Je remercie la Commission qui vraiment respecte les engagements qu'elle a tenus à notre égard. Mais on a les clauses de sauvegarde, on a le renforcement des contrôles douaniers, on a les soutiens à l'élevage, on a beaucoup de mesures d'accompagnement. » Agriculture toujours en Grèce, avec la mise en examen le 28 octobre de 13 personnes, dont le chef présumé d'un réseau de détournement des subventions agricoles, estimé à au moins 23 millions d'euros. Un scandale qui se solde par la démission du ministre de l'Agriculture et la dissolution de l'organisme grec de versement des fonds européens. Pendant des années,
Des criminels aidés par des fonctionnaires et personnalités officielles ont volé de l'argent européen pour acheter des villas, des voitures de sport. Aux Pays-Bas, après les législatives du 29 octobre, Geert Wilders, le leader d'extrême droite, est au coude à coude avec Rob Jetten, le leader du parti libéral D66. Une surprise pour ce parti pro-européen qui multiplie ses sièges par 3. Le leader d'extrême droite perd 11 sièges. Reste à voir si Geert Wilders, qui avait fait sa campagne sur le retour des réfugiés ukrainiens, l'immigration et la crise du logement et qui avait déclenché la chute de la coalition gouvernementale, sera toujours le faiseur de roi dans ce pays fondateur de l'UE. Kaja Kallas, le Parti libéral, et vous vous en réjouissez bien sûr, est sorti renforcé des élections du 29 septembre aux Pays-Bas, mais l'extrême droite de Geert Wilders se maintient dans un mouchoir de poche, le PVV donc, qui veut renvoyer les réfugiés ukrainiens, faire la chasse aux migrants et au wokisme. L'atmosphère est en train de changer en Europe ? Les élections aux Pays-Bas se sont déroulées ainsi. Mais il y a eu d'autres élections auparavant. En Roumanie, par exemple, avec des résultats tout autres. Et aussi en Moldavie, où, rappelez-vous, l'Europe a combattu les fausses informations et tout ce qui était en train de monter. Donc ce sont des signes positifs. Mais en parallèle, on voit qu'il y a des forces en Europe qui sont en pleine progression, qui posent différentes questions et qui poussent peut-être l'Europe vers une autre direction. Je pense que nous vivons une période très agitée où nos adversaires sont à l'extérieur et nous devrions vraiment concentrer notre énergie à lutter contre ces adversaires qui nous attaquent. Sur l'Ukraine, au dernier sommet européen, c'est la Belgique, et c'est un fait rare, qui a mis son veto à un accord pour utiliser les abords russes gelés dans le cadre d'un prêt de réparation pour l'Ukraine. Or, l'Ukraine a besoin d'argent vite pour faire tourner son industrie de défense. Comment sortir de cette impasse ? Permettez-moi de vous reprendre. La Belgique n'a pas mis son veto. Il y a eu des discussions et la Belgique s'est inquiétée de certaines questions auxquelles il faut répondre. Et la Commission européenne a été chargée de présenter une proposition qui réponde à ces questions et permette d'avancer. Donc ce n'est pas un veto, mais il est clair que les Belges s'inquiètent que la plus grosse partie de ces avoirs russes se situe chez eux. Ils ont besoin de partager le risque. Comment convaincre les Belges de se rallier à ce projet ? Si l'on analyse les réticences belges une à une, on pourra les surmonter. Je les comprends. La Belgique est un petit pays qui a peur de prendre ce risque. Et nous avons en Europe ce principe de solidarité qui veut que chaque État partage le fardeau en fonction de sa taille, ce qui a été affirmé par tous les États autour de la table. La Belgique n'est pas seule face au risque. Kaja Kallas, autre représentante pour la sécurité aussi, face à la guerre hybride via les drones, vous voulez voir un mur anti-drone opérationnel dans 2 ans. Est-ce réaliste ? Est-ce que vous êtes d'ailleurs dans votre rôle à la Commission européenne alors que les États rappellent que la défense est de compétence nationale ? Je réponds d'abord à la seconde partie de votre question. Donc non, bien entendu, les États nationaux ont la primauté en matière de défense. La seule chose que l'on essaie de faire, c'est les coordonner et les organiser par groupe de pays. Car certains projets sont trop gros pour un seul. Mais ils sont faisables à plusieurs, qu'il s'agisse de défense aérienne, de murs de drones ou autres projets ambitieux. Et pour revenir à votre première question, j'ai visité l'Ukraine récemment et leurs usines à drones. Elles sont vraiment impressionnantes pour ce qui est de l'innovation et de leur rapidité à produire des drones d'interception. Ils ont une vision claire de comment procéder, car ils sont déjà en plein dedans. Donc nous n'allons pas inventer la roue. Nous pouvons apprendre de leur expérience ce que nous voulons savoir. Et comme vous l'avez noté, en France par exemple, vous avez une industrie de défense très développée. Je suis sûre que vous pouvez augmenter les cadences de production. À propos de la guerre en Ukraine, vous avez félicité les Américains d'avoir déclenché des sanctions contre 2 géants du pétrole russe.
Mais Donald Trump reste un partenaire de l'OTAN imprévisible qui menace régulièrement les Européens de nouveaux droits de douane. Vous pensez qu'il veut l'Europe à genoux? En tout cas, il veut vraiment une Amérique très forte. Alors, s'il affaiblit tout le reste du monde, je pense que sa priorité, c'est l'Amérique. Mais bien sûr, la question pour nous est comment réagir à cette situation. Et bien sûr, en Europe, nous croyons toujours aux vertus du libre-échange. Et nous voyons que beaucoup de partenaires dans le monde y croient encore. Et nous essayons de développer ces partenariats avec ces pays. Sur l'accord commercial avec l'Amérique latine, le Mercosur, la France est en train de se faire peu à peu à l'idée. Vous l'avez annoncé un peu vite tout de même. Est-ce parce que vous voulez vous faire vite des nouveaux amis sur ce continent sud-américain? C'est un impératif géopolitique pour vous, Kaia Kallas? Oui, c'est un argument. Mais si on regarde l'économie de l'Europe et de ses États membres, c'est aussi ce dont nos compagnies ont besoin, de nouveaux marchés. Et c'est pourquoi l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur peut mener au plus grand marché libre de 700 millions de consommateurs. Je sais qu'il y a des inquiétudes sur cet accord en France, mais la Commission a aussi mis en place des garde-fous répondant à ces inquiétudes, pour les agriculteurs par exemple. Mais d'une manière générale, tout le monde bénéficie du libre-échange, car cela signifie la prospérité de nos entreprises et nos citoyens. Même s'il y a eu un accord au niveau des chefs d'État et de gouvernement, est-ce que vous ne craignez pas néanmoins des grandes manifestations des agriculteurs contre cet accord de Mercosur? Oui, bien sûr. Nous vivons aujourd'hui dans cette époque-là où les grandes progressions sont souvent freinées. Nous vivons dans des démocraties, donc tout le monde a le droit et est prêt à manifester. Mais nous devons toujours garder à l'esprit que d'autres puissances, en dehors de l'Europe, souhaitent vraiment que nous nous entredéchirions. Elles cherchent les petits feux qui consument nos sociétés et jettent de l'huile dessus, de toutes parts. Car si nous nous entretuons, nous serons plus faibles envers nos ennemis. Kaia Kallas, regardons aussi du côté de notre continent frère, l'Afrique. Vous avez dénoncé la brutalité des forces de soutien rapide, ce groupe paramilitaire accusé de nettoyage ethnique. Au Soudan. Est-ce que vous diriez qu'il s'agit d'un génocide et comment doit réagir l'Union européenne? La situation au Soudan est insoutenable et ne capte pas assez l'attention des médias par rapport aux autres conflits. Il y a quelques jours, j'ai rencontré cette jeune fille soudanaise qui m'a décrit ce qui se passe vraiment là-bas. Et c'est très très dur. Ce que nous essayons de faire, c'est d'appeler ceux qui soutiennent les partis en guerre en leur fournissant des armes à cesser de le faire. Parce que les souffrances humaines sont atroces au Soudan. Nous faisons de notre mieux, nous sommes les premiers pourvoyeurs d'aide humanitaire, mais les guerres doivent cesser et ceux qui les soutiennent s'arrêter. Et donc vous avez besoin urgemment d'accès humanitaire aux zones affectées au Soudan? Oui, exactement. Et le problème, c'est que les belligérants ne se préoccupent pas vraiment des gens. Ce qui soulève la question. Pourquoi vous battez-vous si vous ne vous battez pas pour les gens? Si vous vous en fichez d'eux? Et c'est pourquoi on est vraiment en droit de se demander pourquoi ne laisse-t-il pas l'aide humanitaire entrer pour aider efficacement les gens qui souffrent? En tant que chef de la diplomatie européenne, vous avez participé à Paris à la conférence de soutien à la paix dans la région des Grands Lacs le 30 octobre dernier. Est-ce que vous êtes satisfaite de ces résultats? Eh bien, je pense qu'il est important de s'engager avec nos partenaires africains et que maintenir la paix en Afrique est indispensable pour nous aussi. Car vous savez, avec tous les maux que vivent les Africains, s'il n'y a pas de stabilité et que les gens ne peuvent pas vivre où ils sont, alors ils viennent vers notre continent, l'Europe. Et pourtant, il y a beaucoup d'engagement de notre part, de soutien des États membres et de l'Union européenne à hauteur de 129 millions d'euros d'aide humanitaire. Mais tout le monde doit comprendre que pour la stabilité, la prospérité, les investissements, il y a besoin de paix.
L'UE ne va-t-elle pas réduire son aide à l'Afrique comme les USA? Bon, si on prend un peu de recul, vous dites vrai. Les Américains ont retiré leur aide et tous les pays du monde attendent devant notre porte en nous demandant de combler le manque à gagner. Mais nos contribuables européens ne le peuvent pas. Nous ne pouvons suppléer pour tous les pays et gens à travers le monde. Nous avons beaucoup de priorités, beaucoup d'endroits à travers la planète où nous sommes déjà les premiers donateurs. Mais il y a plein de pays riches à travers le monde qui devraient aussi partager le gâteau avec des pays beaucoup plus pauvres. Nous essayons de faire notre devoir, mais nous ne pouvons pas combler le vide laissé par les Américains. En tant que chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, est-ce que vous portez l'habit facilement ? Je m'explique, vous avez la concurrence des États membres dont les chefs d'État voudraient finalement être très présents sur la scène internationale, de certains chefs d'institutions, on pense à la présidente de la Commission européenne, beaucoup de compétition donc pour exister. Est-ce que ce job vous plaît toujours ? Oui, il y a bien sûr beaucoup à faire. Quand j'ai débuté, nous nous étions donné des objectifs, mais le travail s'est avéré très différent. Par exemple, quand j'ai commencé, j'ai dû m'occuper de la levée des sanctions contre la Syrie. J'ai dû m'en occuper grandement, et on s'est tous mis sur le dossier. Et je peux vous donner plein d'autres exemples qui ne faisaient pas partie de mes objectifs initiaux. Mais je crois que mon grand but est de faire de l'Europe une puissance géopolitique qui pèse davantage sur la scène mondiale, que ce soit vis-à-vis de l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie ou de l'Europe elle-même. Kaja Kallas, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. On part en direction de Strasbourg, parler écologie à l'approche de la COP30 et de la position des Européens. C'est notre débat. Merci de nous rejoindre à Strasbourg au Parlement européen pour parler de la lutte contre le réchauffement climatique. En novembre, la ville de Belém au Brésil accueille la conférence sur le climat, la COP30. Et justement, nous allons aussi fêter cette année les 10 ans des accords de Paris sur le climat lors de la COP21 signée par 195 pays pour limiter à 2 degrés le réchauffement durant ce siècle. Alors 10 ans plus tard, l'Union européenne se présente-t-elle toujours comme la championne du climat, capable de tenir les objectifs de réduction particulièrement contraignants qu'elle s'est fixés pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et en tout cas, les Européens ont amorcé une dynamique de baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre avec le Pacte vert lancé en 2019, un ensemble de lois écologiques. Mais depuis les dernières élections européennes de 2024, cette ambition européenne est en train d'être revue à la baisse sous la pression de la droite, de l'extrême droite. Certains reculs écologiques ont lieu, notamment sur la lutte contre la déforestation, les obligations vertes des entreprises ou la transition vers la voiture électrique. Alors pour parler de tous ces sujets qui nous concernent, nous sommes en compagnie de Céline Imar. Bonjour. Bonjour Caroline. Députée européenne française du Parti populaire européen, c'est le grand groupe de droite de l'hémicycle, agricultrice d'ailleurs de profession. Et puis nous avons avec nous aussi Marie Toussaint, eurodéputée française également. Bonjour. Bonjour. Vice-présidente du groupe des Verts au Parlement européen. Alors Marie Toussaint, en 2023, l'Union européenne a baissé de 37% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. C'est pas mal. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Alors, à la fois, on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre, mais je pense quand vous posez la question, est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Et pour aussi reprendre vos éléments de présentation, l'année dernière, les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne ont augmenté. Et les émissions en France ont stagné, voire légèrement augmenté. Alors je vous dis des chiffres qui pourraient être corrigés par les instituts parce que ça prend un peu de temps, mais enfin la tendance est extrêmement mauvaise. La tendance, c'est une tendance de la rehausse, d'une nouvelle augmentation des émissions de gaz à effet de serre, alors que le climat est totalement en train de s'emballer. On apprend que les forêts d'Australie rejettent plus de CO2 qu'elles n'en absorbent. Ça veut dire que la nature ne sait plus faire avec ce qu'on est en train de lui envoyer comme CO2 dans la figure. Et ça, c'est avant même que toutes les attaques sur le pacte vert qui sont en cours en ce moment dans l'hémicycle dans l'Union européenne aient été adoptées. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment un coup d'arrêt à la transformation écologique. Et d'ailleurs, Céline Imar, l'Agence européenne pour l'environnement, estime que l'Union européenne pourrait ne pas atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé de baisser ses émissions de 55% en 2030. Cela veut dire peut-être qu'on n'en a pas fait assez en termes d'écologie ces dernières années ?
Cela veut dire, la première des choses, que l'Union européenne aujourd'hui compte pour 6% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, parmi lesquelles la France compte 0,7%. L'objectif du pacte vert n'était malheureusement pas d'agir pour le climat, mais de pénaliser les Français et de pénaliser ceux qui produisent chez nous. Avoir des objectifs écologiques, c'est très bien, mais il faut pour cela valoriser les initiatives de terrain, valoriser l'innovation et non pas toujours vouloir la décroissance de la production, pouvoir s'asseoir sur des notions comme notre souveraineté en termes automobiles, en termes alimentaires, en termes agricoles et faire payer finalement la facture à des Français qui sont déjà très difficilement, qui peuvent arriver à la fin du mois, et à faire payer la facture à des petites ou à des très petites entreprises qui sont pénalisées sans cesse pour produire chez nous ce qu'il y a de plus vertueux. Puisqu'aujourd'hui, notre production, qu'elle soit agricole ou industrielle, est la plus vertueuse au monde. Alors on va écouter quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce point de vue, puisque à la suite de son action climatique assez inquiétante selon certains militants écologiques, eh bien, les émissions de carbone de l'Union européenne n'ont pas diminué à hauteur de ce que l'on souhaitait. On écoute tout de suite l'ONG WWF. Mais tout ce qui a été accompli depuis 5 ans pourrait bien être détruit dans les 5 prochaines années. L'essentiel des réglementations qui ont été mises sur la table, aussi bien sur la déforestation que sur la transparence financière ou en faveur des énergies renouvelables, est aujourd'hui remise en cause. Et cela montre que l'Union européenne, finalement, n'aurait connu qu'un moment passager de politique en faveur du climat et à la faveur de la guerre en Ukraine, de la crise de la dette, du retour des populismes, serait en train de revenir en arrière, ce qui serait donc particulièrement important à la fois pour le leadership climatique européen et tout simplement pour la capacité de la planète à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Alors un exemple de retour en arrière, Marie-Toussaint, la lutte contre la déforestation, puisqu'on est en train de reporter l'application de la loi contre la déforestation, une loi qui est jugée trop contraignante, notamment par la droite du Parlement européen. Bientôt, ce pacte scellé lors de la dernière mandature d'Ursula von der Leyen, il n'aura de vert que le nom, finalement. Exactement. Mais alors, j'espère que j'aurai l'occasion de répondre à Madame Mimard, que j'ai écoutée sagement, mais qui, dès sa première phrase, m'a donné envie de bondir sur mon siège. Donc on verra, je vais vous répondre sur la déforestation, parce que c'est extrêmement important. En fait, on a au sein du Parlement européen des forces, la droite, l'extrême droite, qui veulent qu'on arrête de protéger la nature, tout simplement. Et donc, on a à la fois des textes qui visent à juste s'informer, surveiller l'état de santé des forêts, qui sont tués dans l'œuf, avant même qu'on les adopte, hop, paf, ils sont tués. Et puis des textes qui étaient des textes importants, des textes dont l'Union européenne était fière, qu'elle vantait sur la scène internationale. Du pacte vert, parce qu'elle était pionnière, les textes du pacte vert, qui visaient à lutter contre la déforestation dans le monde, qui a déjà été reporté une fois d'1 an, et puis là, qui est encore reporté, en tout cas dans sa dimension portant sur les sanctions. Bon, bref, vous voyez bien qu'on est en extrême difficulté et que les droites, l'extrême droite, en réalité, luttent contre toute forme de protection de la nature. Alors, vous entendez, Madame Imar, le reproche qui est fait. C'est vrai que la Commission européenne a dit qu'il fallait simplifier un certain nombre de textes, notamment reporter les réglementations environnementales qui imposent plus de transparence aux entreprises dans leur bilan carbone, les petites entreprises, etc. Vous êtes en accord avec ça, mais ça n'est pas passé au Parlement européen, devant ce Parlement. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je tiens à dire quand même que je n'ai pas de leçon de populisme à recevoir de minorités actives comme certaines ONG qu'on vient d'écouter et qui ont passé des années à saboter une filière vertueuse, décarbonée et qui permet d'accéder à l'électricité à bas prix et qui est un fleuron de l'industrie française. Vous parlez du nucléaire. Comme le nucléaire, absolument. Sur la bureaucratisation, je pense qu'aujourd'hui, vouloir faire des progrès pour l'écologie, ça ne peut pas se faire simplement au détriment des gens qui vivent et qui travaillent chez nous. Je le redis. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas voulu complètement arrêter le monitoring sur la déforestation, simplement dans une 4e catégorie de pays. Je ne vous ai pas interrompu, je vous remercierai de ne pas faire de Finissez, Madame Imar, et après vous répondrez, Madame Toussaint. C'est créer sur la forêt une 4e catégorie de pays dite à zéro risque, que sont les pays européens. En fait, on peut penser qu'aujourd'hui, quand on produit dans le monde de la viande bovine ou du café, le risque de déforestation, il est chez les producteurs qui sont, par exemple, au Brésil ou en Argentine, pas chez les producteurs de viande bovine qui sont en France ou en Espagne. Donc ce qu'on veut, c'est que en fait, les entreprises et les agriculteurs qui produisent chez nous ne soient pas soumis aux mêmes normes de traçabilité et aux mêmes obligations de reporting, qui sont très coûteuses, que les pays comme la Malaisie ou le Brésil, qui sont effectivement soumis à déforestation. Votre réponse, Marie-Toussaint. Oui, non, mais ça me permet de rebondir justement sur les premiers propos de Madame Imar, qui disait, mais attendez, la France, c'est 0,7% des émissions dans le monde. Vous savez combien ça représente en termes de population, la France, dans le monde, Madame Imar? C'est plus de 1%. Ça veut dire qu'on est bien au-delà. Qu'en plus de ça, on a une responsabilité historique. On a été les premiers à émettre du CO2 dans
dans l'atmosphère, parce qu'on a été les premiers à faire la révolution industrielle. Donc on a une responsabilité historique, éthique, et de toute façon, le dérèglement climatique va frapper tout le monde, à commencer par les plus vulnérables, ceux que vous proclamez pourtant être en train de défendre. Sur la déforestation, vous êtes peut-être en connaissance avec des gens qui respectent tout et tout ça, c'est super pour vous. Mais enfin, on a des lobbies de l'exploitation du bois aussi sur le territoire de l'Union européenne qui doivent eux aussi protéger les forêts. Nos forêts vont extrêmement mal. Les puits de carbone sont en train de se détériorer à vitesse grand V. Les forêts de France et d'Europe vont extrêmement mal et il faut absolument les préserver. Parlons de cette affaire de simplification qui a quand même été très fort dans le débat. Vous à gauche, donc la gauche reproche au PPE de voter des lois justement pour que ça ne s'applique qu'aux très très grandes entreprises, tout ce qui est responsabilité environnementale et contrôle de la chaîne de production. Finalement, ça n'est au Parlement européen. Vous avez obtenu plutôt satisfaction. Elle n'est pas passée, cette loi de simplification. Oui, il y a eu une tentative de détricoter, de vider totalement de sa substance des textes qui ont été adoptés pendant le Pacte vert, mais pas que. Parce que la durabilité des entreprises, les règles qui avaient été adoptées datent de 2014. Donc on revient plus de 10 ans en arrière sur les lois pour surveiller l'activité des entreprises, au moment même où les grandes majors pétrolières, Total, Shell, Exxon, etc., recommencent à investir dans les énergies fossiles. Et donc on a vraiment ça, vous le déplorez, besoin de préserver ces règles-là. Aujourd'hui, on va revenir sur les textes de simplification. Moi, je me fais accuser par la gauche et par les Verts en permanence de déréguler ou de brunir le Pacte vert. Est-ce que c'est le cas ? Non seulement je l'assume, mais en plus je le revendique et j'en suis extrêmement fière. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'écologie simplement un slogan et en faisant que ce soit en sorte des gens qui produisent déjà de manière extrêmement vertueuse chez nous qui payent la facture. La nouvelle religion morale et messianique qui consiste à dire on va battre notre coulpe en permanence alors qu'on est responsable de quand même 6% des émissions de gaz à effet de serre, que les États-Unis sortent de l'accord en janvier 2026 des accords de Paris. Ça, c'est un argument, peut-être. Et donc, ce qui est un argument, c'est surtout que les États-Unis et le Qatar sont extrêmement d'accord avec Madame Imar pour dire qu'il faut détruire les lois européennes. Ça, ils sont d'accord. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les entreprises les plus polluantes, celles qui bafouent le plus les droits humains et qu'ils ont besoin de pouvoir placer n'importe quel produit sur le marché européen, quitte à réduire en esclavage un certain nombre de populations. Donc ils sont d'accord avec Madame Imar. La Chine et les États-Unis représentent 2/3, 66% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Le constat, c'est qu'en 2026, les États-Unis se retirent des accords de Paris et que la Chine investit par an plus de 620 milliards par an dans l'énergie verte et dans la croissance verte. Et nous, en fait, on est complètement à rebours, c'est-à-dire qu'on se pénalise, on se tire des balles dans le pied en permanence sous couvert d'assumer la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Madame ce qu'il faut faire, c'est investir, c'est simplifier la vie de ceux qui produisent chez nous. On est d'accord sur l'investissement, ça, on ne cesse de le demander, et c'est votre groupe politique qui demande l'austérité et qui empêche les investissements. Mais par contre, j'ai peur que vous ne sachiez pas ce sur quoi vous votez. La peur, en fait, c'est votre seul créneau. En fait, vous parlez de la peur, vous provoquez la peur. Ah oui, non, mais c'est nous qui agitons les peurs en permanence. Moi, je pense qu'il faut revenons sur le sujet. Madame Imar, je suis désolée, j'ai le sentiment que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais parce non, que les textes que nous avons adoptés, ils visent justement à faire en sorte que les produits qui viennent de Chine, que les produits qui viennent des États-Unis soient produits dans des conditions qui soient au moins celles de l'Union européenne, c'est-à-dire dans le respect du droit du travail et dans le respect de la protection de la nature. C'est précisément l'inverse que ce que vous venez de raconter. Donc soit vous mentez aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, soit il faut revoir vos dossiers. Les États-Unis sortent des accords de Paris en 2026. Il faut faire attention aux produits qu'on importe des États-Unis pour pas qu'il y ait concurrence déloyale. Et l'Europe ne peut pas être la seule à payer le prix et à faire payer à ses populations, à ses classes moyennes et à ses producteurs le prix en fait d'émissions de gaz à effet de serre mondial que ce n'est pas nous qui émettons. Céline Imar, est-ce que vous assumez au sein du Parti populaire européen, au sein de la droite européenne, d'allier vos voix, parfois avec les groupes à l'extrême droite de cet hémicycle européen, pour détricoter ce pacte vert ? Mais absolument. Non, mais je l'assume et je le revendique. Je vous le redis encore une fois, je n'ai pas de leçon de populisme, d'éthique ou de démocratie à recevoir des groupes de n'importe quel groupe. Aujourd'hui, moi, je vote en fonction du programme électoral que j'ai soutenu pendant les élections européennes. Je vote pour protéger les agriculteurs, les classes moyennes, les PME et notre industrie. Et quand il y a des amendements où il y a des textes, je ne vote pas en fonction du logo, je vote en fonction du contenu. Et s'il y a des personnes à ma droite qui votent la même chose que moi et que les priorités que je porte, mais ce n'est pas à moi d'en juger. Alors on va poursuivre sur un autre chapitre qui est assez intéressant. L'Espagne et la France sont plutôt pour le maintien de l'objectif de fin des voitures thermiques neuves en 2035 avec des flexibilités, dit la France, tandis que l'Allemagne défend son industrie en plaidant pour le réalisme. On écoute tout de suite Friedrich Merz, le chancelier.
unserem Kreis bestimmt hat. Und ich will es Il ne doit pas y avoir d'arrêt brutal de la vente des voitures thermiques en 2035. Je le dis ainsi en considérant ce que je peux faire au sein de l'Union européenne avec mes partenaires européens. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas de rupture brutale des ventes en 2035. Alors, un objectif brutal de sortie, c'est ce que disent les industriels de l'automobile, en particulier allemands. Ça n'est pas tenable, Marie Toussaint ? Oui, enfin, c'est ce que disent certains industriels et c'est ce que dit surtout le chancelier allemand de droite, lui aussi. On a entendu Madame Imar. L'objectif de 2035... Avec un gouvernement quand même qui contient des sociodémocrates. Oui, mais ça c'est leur problème. Moi je suis écologiste. Et vous savez, l'objectif de 2035, on en parle depuis extrêmement longtemps. Il a même été plébiscité et extrêmement soutenu par un certain nombre d'industriels de l'automobile pendant longtemps. Et faute d'investissement, justement, aujourd'hui, un certain nombre d'équipementiers disent de bonne foi, je parlerai de ceux de mauvaise foi après, qu'ils ne vont pas réussir à tenir les délais. Pourquoi je parle de mauvaise foi ? Parce que les industriels de l'automobile ont beaucoup, en Europe, je le regrette profondément, préféré investir dans des gros SUV très polluants plutôt que dans des petites voitures électriques abordables. Et on sait à quel point les Européennes et les Européens sont prêts à passer à l'électrique s'ils peuvent les acheter, tout simplement. Et on aurait eu besoin que ces industriels jouent le jeu, investissent. Donc je regrette qu'il ne l'ait pas fait. Je pense qu'il est encore temps et qu'on peut soutenir celles et ceux qui veulent avancer et rendre ces voitures accessibles. Céline Imar, l'industrie de l'automobile ne joue pas le jeu de cet objectif de 2035, de passer vraiment à la voiture électrique ? L'industrie automobile, non seulement joue le jeu, mais elle est extrêmement pénalisée par des objectifs chiffrés par les écologistes complètement hors sol. Ça permet d'avoir un cap ? Idée de comment... Mais bien sûr, ça permet d'avoir un cap, mais encore faut-il avoir les outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait avec l'interdiction du moteur thermique en 2035, c'est en fait le plus gros cadeau qu'on ait pu faire à la Chine, qui aujourd'hui prend les marchés, qui construit des usines aux États-Unis et qui importe toutes ces batteries électriques chez nous. Parce qu'on n'est pas prêt. Vous savez, l'industrie, l'agriculture, c'est pas un bouton on-off. C'est pas sur un ordinateur ou un bouton de lumière où on allume, on éteint. Ça se prépare et ça se construit. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'écologie contre les gens. On ne peut pas faire de l'écologie contre ceux qui cherchent à innover, qui cherchent à investir. Madame Imar, cet objectif n'est pas tenable. Heureusement que les écologistes se retrouvent en absolue minorité dans ce Parlement et dans l'Europe en général et que les gens ont bien compris que leur idéologie hors sol de la décroissance ne peut plus continuer à sévir et à nous pénaliser. La réponse de Marie Toussaint. Mais Madame Imar, j'ai une question à vous poser encore. Mais savez-vous quel est le marché de l'automobile qui croît le plus vite aujourd'hui à travers le monde? Mais écoutez, ce sont les petites voitures électriques. Ce sont les petites voitures électriques. Donc vous proposez que l'Europe avec des batteries chinoises dans la production de voitures extrêmement polluantes, qu'on ne va plus réussir à vendre à travers le monde. Et donc pour avoir des gains électoraux d'extrêmement court terme, vous sacrifiez l'industrie, vous sacrifiez les travailleurs et vous sacrifiez les classes moyennes que vous prétendez défendre. 30 secondes chacune pour conclure sur Belém, la COP 30. Les 27 vont-ils parler d'une seule voix et avec des objectifs ambitieux ? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir peser d'une seule voix et de parler d'une seule voix. Et l'Europe, face aux enjeux mondiaux, est trop souvent désunie. Après, on ne peut pas non plus continuer à imposer un discours. On voit souvent l'Europe comme étant extrêmement donneuse de leçons de morale. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer quels sont nos objectifs et de convaincre. Et non pas d'imposer des objectifs complètement hors sol et qui détruisent finalement les gens qui vivent et travaillent chez nous. Et pour conclure rapidement, Marie Toussaint, l'Europe va arriver désunie à Belém ? Je suis d'accord avec Madame Imar, ça va vous surprendre sur le fait que l'Europe doit parler d'une voix unie et qu'elle doit être claire. Je ne suis pas d'accord avec la fin. Je pense que l'Europe s'est inscrite et se prétend encore aujourd'hui comme leader de l'action pour le climat, qu'elle est en train de traîner des pieds, elle se dispute, elle recule et qu'on a besoin qu'elle revienne sur le devant de la scène le plus vite possible, notamment avant la COP de Belém. Merci d'avoir très bien illustré ce débat en amont de cette COP de Belém, COP 30. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.